Écoutez, je vous salue à tous les gens courageux qui physiquement se sont déplacés. Il y en a une dizaine dans notre grande salle de la médiathèque. Et puis, je remercie les 53 autres participants qui sont à distance. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons entendre parler des moteurs futurs, présents et futurs, des avions ou des véhicules à volée retournante. On pourra peut-être, au cours des questions qui suivront l'exposé, aller un peu plus loin. Alors, cet exposé va être réalisé par Pascal Dauriac, qui est directeur de la recherche et des programmes nouveaux de Safran Hélicoptère. Alors, cette conférence est justifiée pour nous, à l'Académie, par le fait que nous avons dans le Grand Sud-Ouest, nous avons un constructeur mondial de ce type de motorisation. Nous n'avions jamais eu l'occasion de faire un exposé sur ce qu'il réalise, sur le présent, sur le futur. Et nous pensons que nous avions un trou dans la raquette. Donc, j'ai pris l'initiative de demander à Safran Hélicoptère Engine de venir, de se déplacer, de nous faire cet exposé, de manière à avoir une vraie vue de leur performance et de la façon dont ils voient l'avenir. Voilà donc l'objectif de cette conférence. Alors, au préalable, je vais donc vous signaler que nous sommes enregistrés. Donc, ce qui sera dit, bon, ça fera partie, comme d'habitude, comme les autres conférences, de la mémoire donc de l'Académie. Je demanderai également aux participants distanciels de couper les micros de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interférence. Et je vous remercie d'avance de vérifier qu'effectivement, sur Zoom, le symbole micro est coché. Et enfin, et pour ne pas oublier, pour les participants, je vais quand même vous signaler que la prochaine conférence de l'Académie aura lieu le 26 avril à 18 h et son titre est « La lumière sur le côté obscur de l'univers ». C'est une conférence qui sera présentée par Peter von Balmouze, astrophysicien, enseignant-chercheur à l'Université de Toulouse. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter le conférencier. Donc, j'ai déjà prononcé son nom, Pascal Dauriac, et son rôle. Alors, simplement, je veux porter à votre connaissance qu'il est diplômé de l'Institut français du pétrole. Il a débuté sa carrière dans l'automobile et puis a rejoint Safran. Il s'est occupé donc de performance, d'avant-projet. En 2011 jusqu'en 2016, il a occupé un poste qui m'est cher, et qu'il a été ingénieur en chef d'un programme. Et pourquoi je dis qu'il m'est cher? Parce que l'ingénieur en chef, c'est celui qui connaît tous les détails de réalisation technique d'un produit. Donc, à ce titre, c'est comme ça que moi, je me suis réalisé, effectivement, en étant ingénieur en chef de la 330 et de la 340. Après, bon, j'ai fait autre chose, mais c'est là qu'on voit l'ensemble d'un produit. Donc, à ce titre, nous sommes collègues, même sur des programmes différents. En 2016, il est nommé responsable des programmes de R&D et technologie, en couvrant les activités de recherche amont. Et depuis 2019, il cumule cette fonction à celle de responsable des programmes du futur, en préparant des solutions propulsives qui entreront en service à l'horizon 2030. Voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, je vais laisser la parole à Pascal, qui va justement nous détailler son travail. Merci Alain, bonjour à tous. Donc, je vous propose de revenir vraiment sur Terre. On a évoqué votre prochaine conférence. Je n'ai pas du tout la prétention de vous faire décoller aussi haut. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de commencer par un petit film qui, j'espère, sera bien visible pour l'ensemble de nos participants à distance.
Et puis après, on a un PowerPoint qui nous permettra de suivre les différents points qui ont déjà été un petit peu, en tout cas, introduits par Alain à l'instant. Donc, je vous passe un petit film et on se retrouve juste après. At Safran Helicopter Engines, we choose trust as our driver, because trust creates a link between us all. For more than 80 years, we have built trust through our technologies, commitment and passion all around the world, through the women and men in our industry, to transform the desire to fly into a reality. When we hear its sound, we all look up to the sky. It's always an important moment in times, and a new horizon for humanity. Everyone is counting on us to deliver the products that are best in class, to define and lead the way in sustainable engine power, to give support no matter the circumstances, saving lives our greatest honor, day in, day out. This is who we are. We create products and services that are the answer, regardless of your missions. Our trust is not defined by your size. Just like you, we are responsive and mission-focused. Et je vous propose donc de plonger, de revenir un peu sur des affaires très concrètes. Donc voilà, je vais vous parler de marché très rapidement parce que c'est important pour comprendre où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va et que vous compreniez nos efforts. Ce que je propose, c'est que je vais mettre, voilà, je vais cacher. Normalement, vous me voyez, mais dans la salle, c'est bon pour vous. Vous avez l'écran qui est le plus propre possible. Donc marché hélicoptère, en parler parce que depuis 2013-14, je dirais, on a une décroissance importante qui a été causée par la baisse de l'activité offshore pour l'exploration notamment pétrolière et qui a connu son point le plus bas aux alentours de la crise donc de 2019-2020, la crise Covid que vous connaissez tous. Et depuis, on voit une réaccélération lente mais sûre, je dirais, alors qui est extrêmement prudente du fait du contexte géopolitique que vous connaissez, notamment sur les parties pays émergents. Et je vais vous expliquer pourquoi. Notre croissance, nous la voyons sous deux angles. Le premier, c'est justement les pays émergents qui, pour nous, sont des vraies opportunités de développement avec des produits fiables, avec des coûts qui sont très maîtrisés. Mais ces pays sont des pays encore de pleine interrogation. La Chine est un pays sur lequel on est présent depuis 1980 et le ciel chinois s'est vraiment véritablement ouvert pour pouvoir avoir un gros volume de circulation et donc de production pour nous. La Russie est un client naturel, Russian Helicopter, et je vous laisse imaginer évidemment les conséquences de la situation actuelle. Voilà, donc il faut avoir en tête que tous ces émergents, ces futurs pays de croissance sont toujours à risque et donc on les observe avec beaucoup d'intérêt évidemment. Le marché occidental, Amérique du Nord et Europe sont des marchés qui ont déjà un niveau d'hélicoptères présents qui est très important et donc le challenge quelque part c'est le renouvellement des flottes. Et pour stimuler ce renouvellement, il faut qu'on ait de la technologie qui réponde à des enjeux de décarbonation qui sont très présents je dirais, dans la perception de tout ce qui peut voler aujourd'hui. Vous connaissez bien ce contexte, y compris sur l'aviation commerciale.
Donc, des pays émergents qu'il va falloir aller chercher avec beaucoup de prudence. Et puis, de la technologie, de la stimulation pour les pays occidentaux qu'il faut qu'on puisse également continuer à maîtriser en restant, comme le disait Alain, leader mondial avec plus de 35% de part de marché aujourd'hui. Si on regarde la segmentation de nos différents marchés, vous prenez conscience que l'hélicoptère est un objet extrêmement versatile. Les missions sont très nombreuses. C'est ce qui nous a permis de traverser d'ailleurs la crise de façon beaucoup plus résiliente que l'aviation commerciale. Le transport de VIP, par exemple, et de transport commercial, pour l'hélicoptère, c'est quelque chose qui est très faible, qui est en dessous de 10%. Quand sur la partie militaire, EMS, parapublic au sens large, je dirais, l'activité est très importante et évidemment est toujours présente indépendamment des crises qui peuvent survenir, notamment d'un point de vue… ne bougez pas, je vais juste enlever… Non, ça ne marche pas. D'un point de vue épidémique, je dirais sanitaire. Un point qui est important, c'est une interrogation sur le tout dernier marché qui est sur la droite, qu'on a appelé nouveaux usages, où on parle de transport de charges de faible masse, de type cargo, ou également de passagers sur de la mobilité urbaine, intra-urbaine. C'est une vraie interrogation. On ne sait pas aujourd'hui dire comment ça va se développer, à quelle vitesse. Je vous en reparlerai tout à l'heure sur les aspects formule avion associé, formule aéronef associé. En tout cas, c'est un sujet qui peut, vous l'avez vu juste avant, de façon très peu intense, peut se développer à l'horizon des 10, 20, 30 années, modulant un certain nombre de facteurs clés de succès qui sont aujourd'hui pas forcément réunis, à la fois sur les infrastructures urbaines, notamment en Europe, mais également sur les formules d'avion qui sont extrêmement ambitieuses, difficiles. Malgré tout, c'est un sujet qu'on regarde avec beaucoup d'attention. Je vous en reparle dans quelques instants. Alors, quelques ordres de grandeur, c'est une planche qui est relativement classique. On présente souvent en conférence parce que ça donne quelques ordres de grandeur. On est sur des moteurs, vous voyez, qui sont des moteurs, donc c'est des turbines à gaz, un cycle de Brayton qui utilise beaucoup d'air finalement et pas beaucoup de pression. Qui chauffe énormément au niveau des parties chaudes, au niveau des turbines. On parle de 1400 degrés environ. Vous voyez que le rapport de pression, c'est la classe 9, 10, 14, 15 pour les plus gros moteurs. Ici, on est sur un Arius qui fait à peu près 700 chevaux. Ce sont des moteurs qui sont très compacts, très légers, qu'on compare souvent à des moteurs de Formule 1. La seule différence, c'est la durée de vie quelque part. C'est qu'avec ce moteur, vous êtes capable de faire 300 000 km avant de rentrer en révision. Et c'est vraiment la différence avec un moteur de Formule 1 qui, lui, va pouvoir fonctionner quelques heures, je dirais, et pas beaucoup plus. Voilà, donc c'est un aperçu un peu général. Et puis, vous voyez comment constitue une turbine à gaz d'hélicoptère. C'est extrêmement simple. Ça, c'est la variante la plus simple, quelque part, la plus noble, parce que la plus élémentaire au niveau des composants de compression, de combustion, de détente et de transmission mécanique. Donc, c'est un tout petit moteur physiquement. Il faut imaginer que c'est la moitié de cette table devant vous. Voilà, donc c'est quelques ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête. Alors, une planche qui est importante aussi de contexte, c'est, je vous l'ai dit, beaucoup de missions. Vous les avez vues tout à l'heure, elles sont très nombreuses. Et donc des contraintes de dualité. Alors, c'est parfois des opportunités et c'est parfois des vraies contraintes. Quand vous avez des machines qui volent dans les Alpes, qui font de l'utilitaire dans les Alpes et qui font beaucoup de cycles à l'heure de vol, 5 cycles à l'heure de vol, 5 à 10 cycles à l'heure de vol pour prendre des charges externes, les déposer, etc., monter, descendre, et d'autres machines qui vont croiser à des niveaux de fonctionnement très stabilisés, à des niveaux de puissance élevés, très chauds, et donc ils auront des modes d'endommagement extrêmement différents. Et donc il faut couvrir tout ce panel de possibilités, souvent avec la même variante moteur. Les missions également, d'un point de vue environnemental, qui sont extrêmement sévères. On n'est pas du tout comme l'avion au-dessus de 20, 30, 40, 50 000 pieds. On est vraiment dans le monde des quelques centaines, milliers de pieds en opération quotidienne. Et donc, le sable, les cendres, les objets externes qui peuvent rester sur le sol et être aspirés très facilement. Voilà. Tout ça, c'est une réalité. La corrosion avec l'eau de mer également extrêmement présente. Sont des choses qui sont très, très dimensionnantes pour la conception de nos produits d'aujourd'hui et de demain. Et puis, je vous ai remis quand même notre petit Arius que vous avez vu tout à l'heure, un tout petit moteur. Je vous l'ai remis à côté d'un CFM 56 pour que vous ayez une notion de différence de taille. Et pourtant, en termes de contraintes mécaniques, vues par les mobiles, les aubages notamment, il faut avoir en tête que les contraintes mécaniques sont de la même classe, même niveau, en termes d'efforts, notamment centrifuges.
Un point très important sur l'hélicoptère, c'est la notion d'installation. L'avion, il avance, il a une ventilation relativement naturelle créée par l'avancement de l'avion. En revanche, sur un hélicoptère, souvent, on a du vol stationnaire. Non seulement on aspire des cochonneries par terre, on fait l'aspirateur, mais en plus, on a un moteur qui est très confiné et qui, sans avancement, peut avoir tendance à surchauffer dans son environnement. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile également pour la conception et pour la durée de vie, la fiabilité, notamment des équipements qui sont montés sur le moteur. Alors, notre ambition, regardons devant, regardons pas tellement loin, en 2030, notre ambition, c'est de gagner 50% d'empreinte dioxyde de carbone sur nos produits, donc sur nos moteurs, mais également de travailler sur nos sites de production. On parle beaucoup et souvent du moteur, du produit, dans ce qu'on appelle le scope 3 notamment. En revanche, on parle plus rarement de l'empreinte que nous générons à travers nos sites de production, nos sites de maintenance. Et ça, c'est quelque chose qu'on a souhaité approfondir pour atteindre en 2025 une réduction des émissions de 50% sur nos sites industriels. Pourquoi le CO2, alors que vous allez me dire que l'hélicoptère, finalement, c'est quelques tout petits pourcents de l'aviation qui elle-même ne représente que 2 ou 3% du global des émissions de CO2. En fait, on a une vraie responsabilité en tant que leader mondial de la motorisation d'hélicoptères. On a une attente réelle de la part de nos opérateurs et puis aussi un vrai challenge interne et une motivation au sein des équipes de notre société pour que la décarbonation soit leur quotidien dans leurs travaux de développement, de recherche et de développement. Voilà, donc on a vraiment une mobilisation générale, je dirais, pour aller dans cette direction. Si on parle de nos sites industriels, je pense que c'est important de le citer parce que c'est pas quelque chose de forcément tout le temps communiqué, mais on a commencé l'année dernière à fonctionner sur nos essais moteurs, des essais de réception, de développement et de réception moteur, avec du carburant de synthèse durable dont je vous reparlerai tout à l'heure. On était à 10% d'introduction en moyenne sur nos sites et on va passer à 50% en 2025. Et je vous expliquerai tout à l'heure comment ce 50% contribue à presque 40% de diminution de l'empreinte CO2 et c'est très important. Le deuxième point qui est fondamental, c'est la conversion progressive de l'énergie qu'on source pour nos machines-outils, pour nos robots, pour notre éclairage, pour notre chauffage. Et on a une démarche qui a commencé aux États-Unis et en Australie pour introduire du photovoltaïque et donc avoir de l'électricité verte sur nos sites. Dernier point, et Alain il sera particulièrement attentif, c'est la frugalité en maintenance. C'est très important pour plusieurs raisons. D'abord pour le coût de maintenance de nos opérateurs, qui sont extrêmement attentifs à ce qu'on va pouvoir leur proposer, mais également pour pouvoir moins produire en neuf et plus faire vivre quelque part ce que j'appellerais le réparé. Et le bout du bout, je dirais, c'est la notion de recyclage à travers l'analyse de cycle de vie de nos produits qu'on est en train de pousser également de façon très, très significative. Alors, si on revient sur le produit, et on va accepter Michel dans la salle. Voilà. Alors, le produit, il y a 3 piliers fondamentaux qui permettent quelque part de justifier notre cible, vous vous en rappelez, de 50% de décarbonation à l'horizon 2030. Le premier, c'est la turbine à gaz. On va y revenir très, très précisément, où on vise une très haute efficacité à l'horizon 2030 avec une diminution de 20% des émissions liées donc au rendement quelque part thermique du moteur. Le deuxième contributeur, c'est l'hybridation électrique qui peut nous permettre un gain jusqu'à 20% sur nos émissions de CO2. Et le dernier, ce sont les carburants de synthèse, alors qui en théorie, quand ils sont introduits à 100%, peuvent permettre une réduction de 80% de l'empreinte CO2. Et vous verrez qu'on va pouvoir imaginer une trajectoire progressive qui fait qu'en 2030, évidemment, toute notre flotte ne fonctionnera pas avec 100% de carburants de synthèse. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Alors, sur la turbine à gaz, je vais essayer d'envoyer. Voilà. Alors, la turbine à gaz, pour réfléchir et comprendre où on va, il faut bien avoir en tête d'où on vient. Nos moteurs, nos turbines à gaz, elles ont 4 étapes, 4 R dans leur existence. Et la première, elle commence dans les années 50 avec l'Artus, la Stazou, où il y a eu une amélioration très rapide des performances spécifiques de nos moteurs, associées au fait qu'on avait des moteurs qui étaient de plus en plus comprimés, de plus en plus chauds. On a introduit progressivement des compresseurs axiaux qui ont permis de booster les machines radiales qui existaient à l'initiation quelque part de notre société, dans nos brevets les plus amont. Et ça, c'est la première ère qui est une ère d'amélioration très rapide.
La deuxième ère, où on a eu également beaucoup d'améliorations, est liée à l'apparition de ce qu'on a appelé les turbines libres, où on a dissocié les fonctions du générateur de gaz, compresseur, turbine HP, de la turbine libre qui entraîne à vitesse constante la boîte de transmission de l'hélicoptère. On a dissocié ces fonctions pour optimiser le fonctionnement du corps HP, je dirais, en fonction de la puissance qu'on lui demande. Et donc, on a amélioré fortement la consommation spécifique à charge partielle. La troisième époque de notre histoire de turbine à gaz, quelque part, c'est une phase dans laquelle ce n'est pas la consommation qui a été recherchée, ça a été la durée de vie et la puissance. Donc, on a chauffé nos matériels, on a chauffé les températures d'entrée de turbine, sont apparus des matériaux monocristaux, plusieurs générations se sont succédées. Les coûts de maintenance ont diminué, les temps sous aile, quelque part, ont augmenté, mais la consommation, elle n'a pas vraiment bougé. Et ça a été vrai jusqu'à il y a quelques petites années, je dirais jusqu'à environ 2010, où on a commencé à réfléchir à comment, quelque part, casser l'asymptote sur laquelle on était en train de se figer, parce que nos opérateurs avaient besoin de consommer moins pour allonger leur mission, et l'ambition, la motivation sur le CO2 était également déjà très, très, très présente. Et donc, on est parti sur des machines de type bicentrifuge, essentiellement, sur les compresseurs, et on a amorcé la décroissance de la consommation avec ce qu'on a appelé le downsizing, qui est une miniaturisation des cycles associés à des moteurs de forte puissance, avec plein de difficultés associées. Et la première, c'est la maîtrise de la dimension, donc des jeux quelque part, hein, parce qu'on s'est retrouvé avec des niveaux de pression beaucoup plus forts dans un moteur tout petit, des niveaux de température également très élevés, donc extrêmement denses, difficiles à refroidir. Et avec un deuxième défi qui est lié à la capacité à le fabriquer, à le maintenir avec des coûts qui restent à ceux du marché. Et ça, c'était vraiment strictement nécessaire. On ne peut pas imaginer un moteur de 2030 à isopuissance quelque part, je reste à 1000 chevaux. Dans 10 ans, je ne peux pas imaginer proposer un produit qui soit 20% en meilleur en conso, mais dont les coûts de maintenance ou de fabrication explosent. Ce n'est pas possible. Donc, il y a des leviers en termes de procédés que je vais vous citer tout à l'heure, notamment la fabrication directe. Alors, quelques éléments importants sur la turbine à gaz qui sont au niveau des composants. Je vous l'ai expliqué, hein, ce compresseur bicentrifuge, il faut qu'on le rende de plus en plus petit pour améliorer le niveau de pression, la température de notre moteur et donc gagner sur la consommation. Mais un compresseur qu'on veut faire tout petit, pour faire le même niveau de pression qu'un gros moteur, il faut le faire tourner très vite, très très vite. Et la limite, en fait, ce n'est pas le compresseur, c'est la turbine haute pression. Et donc, l'enjeu du compresseur, je devrais dire, c'est la turbine. Il faut que notre turbine haute pression soit capable d'atteindre des niveaux de vitesse très importants pour pouvoir diminuer la taille du compresseur. Ce n'est pas complètement intuitif, mais c'est extrêmement important. Et cette turbine, non seulement il faut qu'elle tourne très vite, plus vite que jusqu'à présent, mais en plus, elle va avoir des températures plus fortes, parce que les cycles vont être optimisés avec des niveaux de pression, on l'a dit, qui sont plus élevés qu'avant, et qui vont donc amener avec eux un besoin d'augmentation des niveaux de température. Donc, les enjeux sur les turbines, sur les parties chaudes en général, sont extrêmement importants. Sur la chambre de combustion, quand on augmente les pressions en amont de la chambre de combustion, sortie du compresseur, ce n'est pas très favorable pour les émissions, je dirais, locales, et notamment les oxydes d'azote, par exemple. Et donc, il y a des enjeux et des challenges très importants sur les chambres de combustion pour arriver à réduire les émissions natives au niveau de la chambre de combustion. Les transmissions mécaniques. Le principal challenge sur ces transmissions mécaniques, c'est de diminuer leur masse. Et pour ça, il faut qu'on repense quelque part la conception et la fabrication. Je vous parlerai tout à l'heure de fabrication directe. Il faut qu'on puisse imaginer des carters dont les chemins d'effort sont bien identifiés et dont les épaisseurs de toile, quelque part, sont optimisées là où l'effort n'est pas. Et ça, c'est quelque chose que vous allez le voir tout à l'heure qui est rendu possible grâce à la fabrication directe. Un dernier élément qui est fondamental, c'est la partie système de régulation, qui doit être le plus transparent possible vis-à-vis de nos pilotes, hein, simplement, qui reconnaissent dans les moteurs Safran Helicopter Engine un grand niveau de marge opérationnelle en termes de sécurité, en termes de capacité à accélérer sans pomper, décélérer sans s'éteindre. C'est extrêmement important, c'est une marque de fabrique et on doit pouvoir le pérenniser, je dirais, et également embarquer de nouvelles fonctionnalités liées à l'hybridation dont je vais vous reparler, mais qui sont là aussi hébergées par ces fonctions de régulation. La maintenance, j'en reparle, c'est très important. Il y a plein de choses qui peuvent être enregistrées sur un moteur. Il faut pouvoir les stocker quelque part sur un calculateur, les transmettre au sol de façon intelligente. Voilà. Donc ça, c'est un aperçu, évidemment très, très global, de quelques grands enjeux sur les différents composants du moteur. Alors, une planche qui doit fonctionner toute seule. Alors, sur Zoom, je ne sais pas si ça marchera bien. Voilà. Alors, je parle quand même de la simulation numérique parce que c'est vraiment, je dirais, pardon.
Est-ce que ça va marcher? Ça y est, ça démarre. Super. Bon, la simulation numérique, c'est vraiment ce qui fait la performance de nos moteurs de demain. Et j'en parle de façon d'autant plus affirmée et insister qu'on travaille beaucoup avec le CERFAX qui est ici à Toulouse, qui est un centre de recherche qui nous a beaucoup fait progresser sur la méthodologie de compréhension physique de ce qui se passe dans nos moteurs, à la fois sur, vous voyez, des couplages entre les différentes turbomachines, que ce soit compresseur et turbine et la chambre de combustion, sur laquelle on a beaucoup progressé au cours des dernières années. Et je vous ai expliqué tout à l'heure quel était un des challenges de réduction des émissions. Voilà, donc je voulais partager vous ce petit film qui a un petit peu de mal à avancer. Voilà. Bon, j'espère que vous le voyez sur Zoom. Ça marche? Super. Voilà, donc vous reconnaissez par exemple ici un compresseur centrifuge qui alimente un diffuseur radial pour comprendre les propriétés du fluide qui alimente la chambre. Ici, en haut à gauche, vous voyez une chambre de combustion avec une simulation d'extinction. Et puis en bas à droite, vous avez un couplage, on ne le voit pas très bien au niveau d'une turbine entre un distributeur et une roue, un obage de mobile roue de turbine HP. Vous avez également un départ de pale qui est simulé ici au niveau d'un anneau et qui nous permet de faire des progrès en mécanique. Je vous ai parlé d'aéro tout à l'heure et de modélisation en combustion, mais en mécanique, il y a aussi de très belles évolutions qui se concrétisent et qui nous permettent d'être très efficaces dans la conception pour ne pas avoir à rater des essais quelque part et justifier un grand nombre de notions d'intégrité à travers des modèles de simulation. Alors, juste pour vous donner un aperçu à la fois de notre gamme et de son futur, vous voyez qu'on couvre de 500, 700, 700 chevaux jusqu'à 3200 chevaux à travers toute une famille de produits. Et en face de chaque famille, on a des dérivés à la fois pour explorer le futur à travers des démonstrateurs. C'est le cas, par exemple, de ce qu'on travaille autour du 1000 chevaux dans le remplacement de l'Ariel, qui est notre best-seller, qui est notre LIP quelque part. Et c'est vrai également pour l'Aneto, où on explore des formules vraiment différenciantes d'un point de vue cœur thermique. Et entre les deux, on a une politique de dérivation des cœurs existants. Vous le voyez par exemple avec l'Arano, où il faut qu'on puisse aller au-delà du H160, au-delà du Guépard, qui est donc la solution militaire retenue par la France pour son hélicoptère versatile. Également une trajectoire qui va vers les appareils à voilure fixe qu'on ne va pas développer aujourd'hui, mais notamment autour de l'RDN3 avec le démonstrateur TechTP, sur lequel on a fait beaucoup de progrès en matière de turbopropulseurs. Alors, on va parler d'hybridation. Je vais vous présenter 3 types d'hybridation. Le premier, c'est ce qu'on appelle le mode éco. Alors, le mode éco, le principal inducteur de gain quelque part de consommation spécifique qu'on va avoir, va être sur la capacité à faire fonctionner le moteur sur un point de consommation spécifique idéal. Donc, on ne touche pas au moteur thermique. On considère qu'on va faire du stop and start quelque part. Vous décollez sur un hélicoptère bimoteur. Il faut que ce soit bimoteur. Vous décollez. Une fois que vous êtes en croisière, que tout se passe bien, pas de panne, vous coupez un des 2 moteurs. Et vous accélérez, vous augmentez la puissance sur le moteur résiduel, de façon à ce que le moteur restant fasse la puissance égale à la demi-puissance que vous aviez juste avant sur les 2 moteurs. D'accord ? Et ça vous permet donc d'augmenter significativement la consommation, améliorer la consommation spécifique et réduire de 15 à 20% quelque part l'empreinte CO2 et le fuel burn. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un moteur d'hélicoptère, il est conçu fondamentalement au décollage. Et sur ces régimes d'urgence quand il y en a en bimoteur. Et les régimes partiels finalement sont quelque part un peu la conséquence de ce qu'on a pu dimensionner autour du décollage pour avoir un objectif de masse qui soit atteint, par exemple, de masse du moteur. Et avec cette opportunité, on va pouvoir fonctionner sur des points de fonctionnement qui sont donc plus favorables. À quoi sert ce qu'on appelle le pack électrique de micro-hybridation ? On parle environ de 100 kW pendant à peu près 10 secondes qui sont activés pour pouvoir remettre en puissance le moteur qui a été éteint, soit pour se reposer, parce que pour se poser en vol vertical, il faut beaucoup de puissance, on ne peut pas le faire avec un seul moteur, soit pour gérer le cas de panne du moteur qui était en train de voler. Il y a une panne, il faut qu'on puisse réactiver tout de suite le moteur qui est éteint. Et il faut le faire de façon très efficace, très rapide, transparente pour le pilote, pour ne pas perdre trop de tours de rotor, vitesse rotor. Voilà. Et donc, c'est une première étape d'hybridation qui a un fort impact d'un point de vue empreinte CO2. La deuxième typologie d'hybridation, c'est ce qu'on appelle de l'hybridation parallèle. On va
On va mettre Pan dans la salle. Voilà. Alors, l'hybridation parallèle, on la cible vraiment sur l'hélicoptère plutôt monomoteur. Pourquoi? On parle à peu près 2 minutes de fonctionnement avec des ordres de grandeur de 200 à 300 kW électriques qui sont d'abord pensés, non pas pour gagner en CO2, en fuel burn, mais pour gagner en sécurité, par exemple en cas de panne moteur thermique, pour pouvoir avoir un relais sur l'électrique. En même temps, et vous allez comprendre pourquoi je n'en parle que sur de mon moteur pour l'instant, ces 2 minutes de 250 kW, ça représente environ 200 à 300 kg de charge de batterie de machine électrique. Et sur un monomoteur qui fait à peu près 2,3, 2,4 tonnes et qui a à peu près 5-6 packs, 5-6 passagers, c'est tout de suite une pénalité très forte. Et c'est pour ça qu'on n'imagine pas à court terme ou moyen terme même de l'hybridation parallèle sur des hélicoptères de plus fort tonnage, parce que les 200-300 kg dont je vous parle deviennent tout de suite 600-700 kg. Alors, le premier inducteur, donc là vraiment, c'est de la sécurité qu'on recherche. Malgré tout, on aura des effets collatéraux favorables, notamment avec un abaissement de l'endommagement du moteur si l'électrique peut. Vous vous rappelez qu'on a un sac à dos de 200-300 kg, et donc on peut avoir de l'injection de puissance électrique en parallèle de la puissance thermique pour aider la machine thermique, par exemple pour éviter des transitoires vers le haut ou vers le bas et diminuer sa consommation cyclique. En termes d'endommagement, c'est très favorable. Donc ça, c'est un bon point. Un autre point intéressant, on va pouvoir parfois fonctionner en croisière avec des régimes de vitesse de turbine libre et de rotor principal, des régimes plus bas. Et quand on doit réaccélérer, on va pouvoir avoir une assistance électrique, comme vous l'avez sur de la suralimentation en Formule 1, par exemple. On peut avoir une aide quelque part de l'électrique pour accélérer plus vite et pas perdre trop de tours au rotor quand on met du pas collectif. Voilà. Alors, aujourd'hui, je ne vous parlerai pas d'hybridation parallèle sur du voilure fixe, sur du turboprop en voilure fixe. C'est totalement différent parce que les enjeux d'indice constructif sont très différents. Et donc là, en revanche, si on l'approfondissait, on pourrait parler effectivement de gains en termes de fuel burn et de CO2. Mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Alors, on va admettre, paf, voilà. Parlons d'hybridation série. Alors, l'hybridation série, c'est ce qui permet d'imaginer une nouvelle configuration d'avions, d'hélicoptères. En gros, des machines qui ont plusieurs points de propulsion, qui vont s'appeler des propulsions distribuées sur la voilure, par exemple en voilure fixe, ou en verticale sur des machines à décollage vertical. Sur la partie VTOL, et j'insiste sur la partie VTOL, machine à décollage vertical. Pourquoi ces VTOL, on les a beaucoup vu fleurir au cours des dernières années, et pourquoi il y en a un tout petit peu moins maintenant dans la presse que vous pouvez lire. Il y a une perception de sécurité perçue qui est importante dans la notion sociétale. Plus de rotors, potentiellement j'en perds un, je suis redondant suffisamment, j'en ai plein d'autres à côté, ça va bien se passer. C'est une idée reçue qui n'est pas toujours vraie. Mais je laisserai les hélicoptéristes en parler mieux que moi. Autre point, la réduction d'empreinte acoustique, des petits rotors carénés potentiellement plus favorables. Et puis, une immersion dans un milieu urbain où si je suis caréné, je n'ai pas de risque d'avoir un choc avec quelqu'un pour faire des carottes râpées juste après. Et ça, c'est quand même important aussi. L'inducteur qu'on va avoir en termes d'économie de fuel burn, au-delà de tout l'intérêt de la formule qu'on peut atteindre grâce à la capacité à distribuer la puissance électrique, c'est d'avoir une batterie qui soit chargée au sol et qui fonctionne en vol avec une turbine à gaz ou sans turbine à gaz dans une formule toute électrique. Et cette énergie, si elle est verte, elle nous permet de faire un vol qui soit le plus vert possible. Il y a quelques limites à cette réflexion et je vous l'ai dit, je vais un petit peu dévoiler, c'est la partie indice constructif. Pour ceux qui connaissent le disque de Froude, dans un encombrement diamétral donné, quand on met plusieurs petits propulseurs, on a du mal à retrouver l'efficacité d'un grand et simple rotor. Et donc, il faut beaucoup plus d'énergie pour soulever la même masse que celle qu'on a dans un monorotor. Ça, c'est un premier point. Le deuxième élément, quand on met des machines qui génèrent de l'électricité, qui la transportent et qui servent à être transformées en puissance mécanique sur un effecteur, un propulseur, on a différents rendements de conversion qui ne vont pas non plus dans le bon sens d'un point de vue énergétique. Les rotors carénés, c'est intéressant, je vous l'ai dit, d'un point de vue sécurité. En même temps, le rotor, qui peut aussi avoir des avantages quand on le tilt, quand on le fait pivoter pour faire un peu de portance, dès qu'on augmente son diamètre, il devient très compliqué en termes de masse et de coût. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, ces machines à décollage et à atterrissage vertical, elles restent possibles pour le futur. Et on y travaille chez Safran et notamment avec un certain nombre d'avionneurs hélicoptéristes. Mais c'est quelque chose qui est plein d'interrogations parce que d'un point de vue énergétique, indice constructif, c'est quelque chose qui n'est pas du tout acquis. Voilà.
Si on devait parler de machine à voilure fixe, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, je vous raconterai une histoire qui est un peu différente et qui est plus favorable d'un point de vue exploitation et gain CO2. Alors, on va admettre... Voilà. Alors, on va parler de carburant de synthèse. Il y a deux catégories de carburant de synthèse. Il y a les carburants de synthèse qu'on va appeler drop-in, ou presque drop-in, que vous pouvez mettre dans votre réservoir de façon quasi transparente. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas du tout drop-in, qu'on appelle les alternatifs. Les carburants drop-in, vous en avez déjà tous les jours dans votre véhicule avec du E85 ou presque, hein, ou du E10 sur du samplon 95. Hein, c'est ça le principe. Avant de parler de ces carburants de synthèse drop-in, je vais vous parler juste de ce qu'on considère comme alternative, c'est-à-dire l'hydrogène. Et je vous ai mis quelques chiffres pour que vous compreniez la difficulté de l'hydrogène sur l'hélicoptère. Et c'est très spécifique. Les conclusions que je vais vous donner ne sont pas applicables aux machines à voilure fixe, notamment commerciales. Si on prend un hélicoptère qui vole en croisière à peu près à 800-900 chevaux, que vous prenez du kérosène alors fossile, hein, du kérosène fossile, du jet A1 ou même du carburant de synthèse dont je vais vous parler juste après, vous avez besoin de 240 litres pour faire votre heure de mission. Et 240 litres, ça représente 220 kg de réservoir. Parce qu'en fait, ce qui fait la masse, c'est surtout le carburant liquide. Bon. Si vous prenez de l'hydrogène, il y a deux solutions. Soit vous le prenez de façon comprimée, à 700 bars, soit vous le prenez de façon liquéfiée, à moins de 153 degrés. C'est 3 fois plus, enfin c'est très intéressant l'hydrogène, hein, c'est 3 fois plus énergétique en pouvoir calorifique que le kérosène. En revanche, la densité, la masse volumique, elle est vraiment questionnable. On a un rapport 10 avec le kérosène. Donc, deux solutions, je le comprime, 700 bars. Et là, le problème, c'est pas tant je dirais la masse du carburant que la masse du réservoir qu'il faut mettre autour. Il faut blinder le réservoir pour pouvoir tenir les 700 bars. Donc ça, c'est très difficile. Donc, les 240 litres et 220 kg deviennent 1246 litres. Donc, c'est quand même assez gros en volume. Ça va traîner, d'accord. Mais l'hélicoptère ne va pas très, très vite, on pourrait l'accepter. En revanche, c'est 1 tonne. Donc, c'est 5 fois plus lourd qu'un réservoir de kérosène ou de carburant de synthèse. Si on part vers l'hydrogène liquide, on va résoudre le sujet de la masse. On va retomber à 100 kg avec le réservoir. Donc, c'est vraiment extrêmement léger. En revanche, il reste les 1000 et quelques litres. On a réduit un peu le volume, mais il reste encore 1000 litres. Et ces 1000 litres, ça va, comme je vous dis, ça va traîner. Et surtout, ça met une complexité d'un système cryogénique sur un hélicoptère qui est difficile à faire accepter d'un point de vue coût, d'un point de vue maintenance. Voilà. Il y a le moteur, sa consommation d'hydrogène qui doit être au bon niveau de température et de pression, mais il y a tout ce qui est en amont sur le système carburant et sur l'avion en termes de stockage, qui est un vrai sujet. Et puis, il faut imaginer que l'hélicoptère se pose partout. Il faut qu'il ait accès à de l'hydrogène également pour pouvoir se refueler. Et on n'a pas de l'hydrogène, on n'aura pas forcément de l'hydrogène constamment. Voilà. Donc, tout ça fait que le vol vertical, ce n'est pas le meilleur candidat pour parler d'hydrogène. En revanche, cet hydrogène, vous pouvez le recombiner avec du CO2, du carbone, pour faire ce qu'on appelle de l'e-fuel. Et l'e-fuel, c'est sympa parce que ça permet de faire presque du drop-in. C'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre dans le réservoir de façon quasi transparente pour votre moteur. Je dis bien quasi. Hein. Et donc, je reviens sur la partie du haut, qui est la partie drop-in. Donc, drop-in, la vertu, c'est que quand vous avez à peu près 100%, quand vous atteignez 100% de carburant de synthèse, ça revient à dire que vous avez diminué de 80% vos émissions de CO2 grâce au cercle vertueux du carburant. Vous prenez de la biomasse qu'on utilise, hein, que ce soit la biomasse, alors je ne vais pas parler des premières générations en concurrence animale, mais si vous prenez des résidus de végétaux, ces résidus, quand ils ont poussé, ils ont consommé par photosynthèse du CO2. Et donc tout ça, c'est très vertueux. Et à la fin, vous avez un carburant qui, d'un point de vue empreinte globale, permet de réduire très significativement les émissions de CO2 et donc la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Alors, bon, ça, c'était la théorie, maintenant la pratique. La pratique, il y a deux grands leviers importants pour ces carburants de synthèse. Le premier, c'est celui qui est dans les mains des pouvoirs publics et il est très important, c'est celui qui agit sur le mandant d'incorporation. Vous avez en tête qu'en 2025, on a un objectif de 2% d'incorporation en moyenne, donc 2% en moyenne de carburant de synthèse, dit SAF. Ça veut dire qu'il y en a qui vont en utiliser beaucoup plus, d'autres beaucoup moins sur leur flotte, et en moyenne, on est à 2%. 2030, 5%. Et en revanche, au-delà, regardez, 2035, c'est 35%, 50% en 2050 pour contribuer à la neutralité carbone qu'on vise tous. Et le point qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on va avoir une courbe qui va être des prix du carburant par rapport au temps, qui va d'abord décroître, les carburants de synthèse qui vont décroître. Ils vont décroître parce qu'on a des travaux de recherche dans les filières pour baisser les coûts de fabrication, d'élaboration de ces carburants.
mais aujourd'hui, on a un facteur entre 3 et 5 par rapport au kérosène fossile. Ça peut diminuer. Et alors, encore une fois, modulo que le contexte géopolitique ne soit pas trop modifié. Hein, voilà, il faut l'avoir en tête. Mais au fur et à mesure que la demande va croître, on risque d'avoir des raréfactions des carburants de synthèse qu'on aura sélectionnés aujourd'hui. Et notamment les carburants qu'on arrive à tirer des huiles de cuisson usagées, des graisses végétales animales. C'est ce qu'on appelle par exemple l'EFA, l'hydroestérification des acides gras. On pense que en 2030-35, il peut y en avoir suffisamment, et au-delà, il n'y en aura pas assez. Et là vont apparaître ce qu'on appelle les carburants, donc dits e-fuel, dans lesquels vous êtes passé par la filière hydrogène et l'électricité, qui vous permet de faire du carburant, qui vous permettra donc de prendre le relais par rapport au premier carburant de deuxième génération, je dirais, qui serait présent jusqu'à 2035. Mais les coûts vont réaugmenter, parce que ce carburant à base d'hydrogène et d'électricité verte, il sera difficile à obtenir en termes de coûts. Voilà, donc des gros challenges sur la partie, je dirais, pouvoir public, sur le mandat d'incorporation et le soutien aux filières de développement de ces nouveaux carburants. Côté industriel, les enjeux, évidemment, c'est de rendre nos moteurs capables de fonctionner avec ces 100% quelque part objectifs qu'on peut avoir de carburant de synthèse. Je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le dire et je m'en excuse. Nos moteurs sont déjà certifiés avec 50% de carburant de synthèse. Vous pouvez voler tous les jours aujourd'hui avec un hélicoptère ou même un avion avec 50% de carburant de synthèse. L'objectif à très court terme, c'est d'atteindre 100%. Et donc, c'est l'objet de beaucoup de travaux qu'on a lancés. On a un partenariat très important chez Safran avec Total Energy pour comprendre et concevoir les carburants du futur. Il y a une nuance qui est très importante dans les carburants. Je vous l'ai dit, drop-in, donc on peut injecter dans le réservoir de façon transparente ou quasi transparente. Et il y a une nuance qui est importante qu'il faut saisir. C'est que ces carburants, quand aujourd'hui on les met à 50% dans nos réservoirs, mélangés à 50% de kérosène, ils ont des propriétés qui sont agréables, je dirais, pour le moteur d'un point de vue pouvoir lubrifiant, d'un point de vue oxydation-corrosion. Quand on les passe à 100%, on retire un certain nombre de composants natifs du kérosène fossile, je pense aux aromatiques par exemple, le soufre parfois aussi. Et du coup, il a un comportement qui est plus agressif potentiellement pour nos matériels, que ce soit circuit carburant, avion ou le moteur. Et donc, la réflexion, c'est de savoir s'il faut aller dans une voie où on adapte le moteur ou une voie dans laquelle on adapte le carburant. Et on est en phase de caractérisation pour comprendre quelle est la meilleure voie. Et ce n'est pas tout à fait trivial. Voilà. Et puis, je vous ai parlé d'hydrogène, juste pour vous rappeler quand même qu'on travaille beaucoup dans le groupe sur le sujet hydrogène, et en partenariat avec Airbus, évidemment, parce que c'est un sujet de grande importance pour le futur. Alors, je vous ai beaucoup parlé d'innovation. Il faut aussi parler de ce qui est important en termes de compétitivité. Fabrication directe, qu'on appelle aussi fabrication additive, hein, mais c'est un peu restrictif, ou le 3D manufacturing. On a vraiment franchi un pas depuis 2018 chez Safran Helicopter Engines pour imaginer des réductions très significatives de masse. Je parle de 10% de la masse d'un moteur, hein, donc ça peut aller jusqu'à 10, 12, 15 kg d'un moteur de 100 et quelques kilos. Pour gagner sur la performance, parce que la fabrication directe va nous permettre d'atteindre des géométries, par exemple de refroidissement, qui ne sont pas atteignables avec des fonderies conventionnelles, je dirais, et de travailler aussi également sur, quelque part, le cycle d'approvisionnement des pièces. En ayant de la poudre, une machine de fabrication additive, ça nous permet de sortir des pièces quand il le faut et de ne pas être en dépendance absolue de fonderie. Et ça, c'est important. Il y a trois types de conception fabrication, et je lis les deux parce que la fabrication directe n'est possible que parce qu'il y a cette intimité entre le dessinateur et le méthodiste, je devrais dire, hein, le gamiste, hein, presque. Quand on a trois voies possibles. Il y a la voie du copier-coller quelque part, hein, d'une pièce existante. Je veux abandonner une fonderie parce que mon industrialisation n'est plus présente et je veux relancer une pièce en fabrication, une nouvelle série. Passer par la fabrication additive, ça nous permet cette liberté-là. Mais c'est très difficile de faire un copier-coller quand le procédé n'est pas exactement le même. C'est très, très ambitieux. La deuxième voie, c'est la voie de l'assemblage des fonctions. Vous avez un distributeur de turbine, un carter de turbine, un palier. Tout ça, demain, on peut le fusionner quelque part ensemble, faire une seule et unique pièce, avec plein de limites associées sur la réparabilité, par exemple. Mais ça, c'est une vraie opportunité de faire des pièces beaucoup plus monoblocs, je dirais, et donc gagner en masse quelque part par mutualisation des fonctions. Et la troisième voie, c'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est imaginer des nouvelles géométries qui ne sont pas accessibles aujourd'hui avec le design. Il y a beaucoup de challenges sur la fabrication directe.
sur la santé matière, sur sa certificabilité, sur son contrôle. On a déjà des pièces qui sont certifiées, notamment les injecteurs du moteur Arano, et on vise beaucoup de pièces dans le futur. Hein. Alors, pas des pièces tournantes, essentiellement des pièces statiques ou des ensembles hydromécaniques, mais il y a de vrais challenges. En ce moment, je le dis souvent, on est en train dans la vallée de la mort, et il fait très chaud, parce qu'on réfléchit à comment atteindre ce qu'on appelle le TRL6, qui nous permet de partir en certification de façon très rassurée, avec un niveau de risque minimal, et c'est très difficile. Un autre élément vraiment clé pour notre compétitivité, c'est la digitalisation des services. Tout à l'heure, je vous disais que nos moteurs, à travers leur calculateur, le contrôle système associé, on doit être en capacité de capturer un grand nombre d'informations, d'événements qui se passent au cours du vol. Mais la digitalisation des services, elle va plus loin. À l'heure où on parle beaucoup de données massives, il y a les données de vol, du moteur de l'avion, mais il y a également les données environnementales et qui ne sont pas forcément capturées par l'hélicoptère ou par le moteur, qui peuvent être capturées par une connaissance climatique. Tiens, j'ai fait X posées poussière le mois dernier, et donc je peux savoir que je vais avoir des maintenances spécifiques à réaliser sur mon moteur, sans pour autant avoir enregistré quoi que ce soit sur le moteur ou sur l'hélicoptère. Et donc, on est vraiment dans une logique, grâce à la donnée, grâce à la digitalisation des informations, de mise à disposition, de disponibilité, on l'appelle un peu comme ça, disponibilité opérationnelle pour nos opérateurs, la plus grande possible, et également de customisation de nos services pour que les opérateurs maintiennent au juste niveau leur matériel. Et là, on a des formidables leviers avec le digital pour la capture de l'information, pour son traitement, pour son analyse, pour notre capacité à aider à distance également l'opérateur. Alors, planche de synthèse, un avenir radieux, j'ai envie de dire. En tout cas, fait d'innovations et qui va nous permettre de rester leader pour les nombreuses décennies qui sont devant nous. Vous l'avez compris, on a un marché qui est résilient parce qu'on a des missions qui sont des missions qui existeront toujours avec des enjeux sociétaux très importants. On a une forte attente sociétale sur la décarbonation qui nous stimule, qui nous motive pour faire beaucoup d'innovations technologiques. Et donc, la décarbonation, c'est une priorité. Et je vous ai présenté donc les 3 leviers de décarbonation, la turbine à gaz, l'hybridation et les carburants de synthèse. Et j'ai terminé par 2 aspects de compétitivité. Le premier, la partie industrielle qui est un petit peu symbolisée par la fabrication directe. Il y en a plein d'autres que je ne vais pas détailler ce soir. Et la digitalisation des services qui nous permettra d'avoir une proximité avec l'opérateur toujours renforcée. Voilà, merci de votre attention. Le micro, s'il vous plaît. Ça y est ? Ah oui, d'accord. Eh bien, voilà une présentation très riche. Je pense qu'il fallait suivre donc tout ce que Pascal nous a dit et je pense qu'il y aura pas mal de questions. J'espère qu'en distanciel également, vous avez pu suivre correctement cet exposé très riche. Donc, on va commencer par les questions qu'il y aurait dans la salle. C'est une question un petit peu détournée, mais je fais partie, pas tout à fait officiellement, de ce qu'on appelle les climato-réalistes. Et vous savez qu'il y a pas mal de scientifiques en France, enfin pas qu'en France, qui disent on est en train de dire n'importe quoi, notamment le carbone. Le carbone, ce n'est pas un polluant. Et donc là, par contre, on vous en parlait beaucoup du CO2. Le CO2, ce n'est pas un polluant. Ça, c'est quand même un peu... Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous... Enfin, peut-être que vous êtes obligé par les lois étatiques ou autres, je ne sais pas, ou peut-être que je me trompe. Mais voilà, merci de votre réponse. Non, je ne suis forcé par personne. Dieu merci. Je n'ai pas tout à fait parlé de polluants dans le cadre du CO2. J'ai parlé de polluants locaux, notamment des oxydes d'azote, je ne l'ai pas dit, mais les fumées, les particules de plus en plus fines, qui sont un sujet de préoccupation au niveau de la chambre de combustion. Le CO2, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui disent que c'est un polluant indirect, etc. Et ceux qui, comme vous, et j'ai plutôt tendance à adhérer, pensent que ce n'est pas un vrai polluant local. C'est un contributeur, c'est le contributeur numéro 0 au réchauffement climatique par l'effet de serre qu'il induit. Voilà. Et donc, il y a une différence, effectivement, mais globalement, effectivement, il y a parfois une confusion entre la notion de réchauffement associé à cet effet de serre et les polluants plus locaux qu'on subit au quotidien dans notre circulation urbaine, je dirais. Et c'est 2 choses un petit peu différentes.
Et il faut travailler sur les deux sujets avec des leviers que vous avez vu qui sont parfois un peu contradictoires. Hein. Pour améliorer le CO2, baisser le CO2 que je rejette à mon moteur, 1 kg de carburant, 1 litre de carburant, à peu près 3 kg de CO2 que je rejette. Pour l'améliorer, il faut que je baisse la conso. Pour baisser la conso, il faut que j'améliore le rendement. Donc, augmenter les pressions et températures du moteur et potentiellement générer des polluants locaux plus présents. Donc, il faut aussi traiter. Bonsoir, super présentation. Moi, j'avais un commentaire. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que la recherche de propulsion un petit peu basée sur l'hydrogène ou d'autres carburants, c'est aussi essayer de s'éloigner du pétrole, en fait, de la dépendance du pétrole en termes stratégiques, parce que la fluctuation du prix du pétrole peut certainement avoir une fluctuation sur les coûts d'opération. Et donc, imaginez des carburants qui sont différents du pétrole, c'est aussi inventer une forme d'indépendance quelque part ou de solutions économiquement intéressantes, quoi. C'est pas le cas? Je vous réponds? Oui. Je vous réponds. Donc, si vous aviez bien suivi à la planche numéro 12 ou 13, on a évoqué des carburants de synthèse. Qui ne sont pas des carburants, c'est pas du carburant fossile. Hein. On est bien sur une base. Alors, il y a plusieurs générations, première, deuxième, troisième. Je commence par la troisième, c'est la plus ambitieuse, c'est ce qu'on appelle les e-fuels, où vous recombinez de l'hydrogène, que j'espère vous avez obtenu de façon la plus verte possible, par hydrolyse avec de l'électricité verte, hein. Par exemple nucléaire, on va le dire, hein, ou éolien, et vous la recombinez avec du CO, du CO2 pour en faire un carburant 6HY qui ressemble, qui est le Canada Dry du carburant fossile, hein, quelque part, et qui n'a aucun lien avec le fossile. Ça, c'est la troisième génération la plus ambitieuse qui n'arrivera pas avant 30-35 dans nos réservoirs. En amont de ça, il y a eu la première génération qui est le biocarburant que vous avez tous consommé dans les véhicules terrestres, hein, et qui, eux, sont en concurrence animale, donc c'est compliqué, hein, et concurrence animale ou même humaine, hein, pour l'alimentation. La deuxième génération, on est sur des carburants, c'est ce qui nous préoccupe, nous occupe maintenant, hein. On est sur des carburants de type retraitement de déchets, donc recyclage, ça peut être des déchets liés aux poubelles urbaines, ça peut être l'huile de cuisson du McDo, ça peut être des graisses animales que vous n'avez pas pu que vous extrayez d'un abattoir, ça peut être de la drèche issue de maïs ou de lignocellulosique. Voilà, il y a plein de sources, mais à la fin, il faut qu'il y ait le volume qui soit suffisamment présent en termes de prix. Enfin, il y a le coût et le volume qui sont deux enjeux fondamentaux. C'est pour ça que rien ne va se faire de façon spontanément, immédiatement. Il va y avoir des transitions progressives. Alors, j'avais une question qui était plutôt au niveau des matériaux. Donc, en tout cas, merci pour la présentation qui était très dense et très riche en informations. Donc, je viens d'une école des matériaux, donc forcément, c'est quelque chose qui m'intéresse. Au niveau des objets d'études que l'on avait eus, on avait vu notamment les céramiques haute performance. Alors, j'espère que je ne suis pas hors sujet. J'ai peur que ce soit un sujet un petit peu vieux. Donc, dans ce cas de la diminution du volume en fait, des moteurs, pour à la fois avoir la légèreté, vous avez précisé qu'il fallait gagner en vitesse, en rapidité au niveau des turbines. Et un sujet qu'on avait étudié à cette époque-là était de sortir des alliages qui ont un moment où ils changent de microstructure, où ils changent de propriété, ce qui peut être dangereux pour l'intégrité de la turbine. Et donc, on parlait du développement de matériaux céramiques avec des meilleures propriétés haute performance. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui est sur le papier? Et est-ce que c'est quelque chose qu'au sein de Safran, aujourd'hui, on étudie sérieusement à l'avenir? Alors, en pratique, on a deux centres. Alors, Safran, on est un grand groupe. On a un centre de recherche qui s'appelle Safrantech, dans lequel on a deux pôles. Un dédié au composite à matrice organique et un autre qui est dédié au composite à matrice céramique, hein, pas très loin d'ici, à Bordeaux. Alors, ce que j'appelle les CMO, hein, donc matrice organique, plein d'avantages, légèreté, potentiellement le prix aussi, ça peut être très très intéressant. Un écueil, la température maxi qu'on ne peut pas dépasser dans le monde est 180-185 degrés. Donc ça se réserve plutôt à l'avant du moteur, mais c'est quelque chose qu'on regarde effectivement avec beaucoup d'attention. Dès qu'on va sur des zones plus chaudes, comme vous les évoquez, on est plutôt sur des composites à matrice céramique. Il y a plein de challenges, on l'approfondit. Le principal challenge, quelque part, c'est le coût. On est sur un moteur qui doit être économique à produire, à maintenir.
Donc, on réfléchit à des solutions. Alors, je ne vais pas dévoiler très précisément quelle pièce et pourquoi, ni à quel niveau on veut arriver, mais voilà, on y travaille sur les partitions. Voilà, la réponse est oui, on y travaille. J'en dirai pas beaucoup plus. D'abord, merci pour cet exposé, effectivement très, très intéressant et très complet. J'ai deux questions de nature très différente. Et dans les machines tournantes, quel est le gain, la proportion de gain qu'on peut espérer de côté motorisation et puis côté allègement aussi des matériaux de l'engin qui vole? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est dans justement les carburants de synthèse ou pas de synthèse, quelle est la position vis-à-vis du méthane? Est-ce que c'est une étape qui est considérée ou pas? Ou est-ce que vous cherchez directement des carburants qui se rapprochent plutôt du pétrole? Alors, je vous réponds sur deux questions. Je commence par la dernière. Le méthane, alors le méthane, c'est vertueux d'un point de vue CO2. Ça fait gagner à peu près 25% sur le bilan global, sur le cycle complet. Donc, c'est pas les 100% de l'hydrogène vert, je dirais. Mais c'est déjà 25%, c'est pas négligeable. C'est pas la filière privilégiée pour l'instant parce que c'est que 25%. Voilà. Alors quand vous mettez 100% de carburant de synthèse, comme je les ai cités, de SAF, théoriquement vous arrivez à réduire de 80% l'empreinte CO2. Voilà. Et puis on retrouve également le sujet du stockage. Voilà, le méthane, il est gazeux à l'état naturel, hein, en pression de température ambiante, donc il faut quand même s'en occuper avec un peu des contraintes qui ressemblent à ce qu'on a sur l'hydrogène. Donc finalement, c'est pas le meilleur candidat. Mais c'est une vraie bonne idée quand même. On l'a évalué. Densité de puissance, il y a la masse. Il y a deux questions. Il y a la question sur l'avion. Et là, je laisse les spécialistes, Alain en parlera mieux que moi, hein, sur la partie matériaux, carbone, etc. Sur le moteur. Le sujet de la masse, j'ai beaucoup parlé de consommation spécifique, de rendement, parce qu'on est très focalisé sur le CO2, mais vous avez raison, la densité de puissance, donc le rapport poids-puissance, il est d'importance croissante avec la taille du moteur. Quand on est sur l'Arius que je vous ai présenté tout à l'heure, hein, on est sur une machine de 700 chevaux qui fait 110 kg, on va dire. Donc je vous laisse faire le ratio. Quand on va sur des machines plus puissantes, le prix du kilogramme, quelque part, est encore plus important. Et donc, la densité de puissance doit se travailler de façon encore plus croissante. On va être sur des moteurs qui vont être plus chauds, plus comprimés. L'enjeu, c'est de limiter le plus possible la présence d'acier lourd, quelque part, au bénéfice du titane. Alors, je reviens sur la question de notre spécialiste là-bas. Le titane, c'est sympa, mais c'est limité en température aussi. Et donc, il faut travailler sur des titanes chauds pour pouvoir justement atteindre ces objectifs de maîtrise de la masse du moteur quand on augmente très significativement le niveau de performance. Question. Quel progrès anticipez-vous dans le domaine du bruit externe? Alors, l'acoustique. L'acoustique, c'est un bon sujet. J'espère que tout le monde a entendu la question. Donc, l'acoustique, il y a deux sources natives de l'acoustique. Hein. Il y a les compresseurs dans les moteurs, hein, qui émettent des raies vers l'avant de la machine. Hein. Et en fonction de l'architecture de l'entrée d'air, vous en profitez plus ou moins en fonction de là où vous êtes. Hein. Entre un écureuil et un dauphin, devant la machine, c'est très différent, le bruit. Voilà. Merci Alain. Donc le compresseur, première source. Deuxième source, c'est la chambre de combustion. Forte fluctuation de pression dans la chambre qui passe à travers le hachoir des turbines. Donc il y a deux donc, gisements d'amélioration. Le compresseur. Le problème, c'est que quand on améliore l'acoustique du compresseur, on réduit sa performance en rendement. Hein. Le nombre optimal de pales, quelque part, c'est pas celui qui correspond au meilleur en termes d'acoustique. Et donc, on travaille sur des traitements acoustiques des entrées d'air qui doivent être les plus légers possibles, qui doivent être fabricables et surtout qui doivent tenir dans toutes les conditions de fonctionnement. Si vous reprenez la première et la deuxième planche que je vous ai présentée tout à l'heure, vous avez vu qu'on fonctionne dans des conditions épouvantables, hein, d'encrassement, de poussière et de givre parfois. Donc, tous ces traitements d'entrée d'air, il faut qu'ils soient tolérants à cet environnement. Donc, c'est difficile. Si je me positionne sur l'aval du moteur,
Là, on a un vrai travail sur donc tout ce qui est émis par la chambre à travers les turbines. Là, on peut travailler l'acoustique de façon interne, de façon plus performante. On a des leviers, et sans les détailler, il y a des leviers, notamment grâce à la fabrication directe, qui pourraient permettre de réduire de façon significative les émissions vers l'arrière. Voilà, malgré tout, là aussi, la notion de muffler, hein, je cherche le mot en français, de silencieux quelque part, ça existe. Hein, il faut juste que ça ne soit pas trop lourd et que ça pèse pas trop que ça n'ait pas trop d'impact en termes de puissance pour le moteur. On y travaille beaucoup. L'acoustique, c'est très important. Une autre question à distance? Non? Bon. Ben... Lead the way in sustain. Ouais. On a une dernière question, allez-y. Donc, au niveau de l'idéal que vous avez, c'est d'arriver avec seulement des carburants de synthèse, d'avoir un gain de 80%. Et j'avais mal compris qu'est-ce que vous entendiez par ces 80%. Parce qu'aujourd'hui, donc, si on est sur un carburant fossile, tout le CO2 qui est généré part dans l'atmosphère. Donc, on va dire, par exemple, c'est un chiffre que je ne connais pas du tout, mettons qu'on ait 1000 tonnes CO2 dans l'atmosphère qui soit relâché par un vol. C'est peut-être des très mauvais chiffres, excusez-moi. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On va les prendre en référence. On va dire qu'on est dans un cas avec un gros hélicoptère, peut-être même 2, 3. Donc, on dégage 1000 kilotonnes de CO2 qui ne vont jamais retourner dans la Terre. Maintenant, quand on est avec un cas d'un carburant vert, on va dire, de synthèse, quand on donne ces 80%, ça veut dire que parmi les 1000 tonnes de CO2 que l'on va, pardon, 1000 kilotonnes de CO2 qu'on va générer, il y en aura 80% qui pourront être réutilisés, donc captés par l'agriculture pour être réutilisés dans une autre application. Donc globalement, on a toujours 200 kilotonnes qui, elles, sont chaque fois lâchées dans l'atmosphère. D'où proviennent du coup ces 200 kilotonnes qu'on va lâcher et ne jamais récupérer. Alors, c'est clair. Non, la question n'est pas tout est clair sauf la fin. D'accord. Les 20%, les 20% de différence de production de CO2, d'absence de rendement, où est-ce qu'ils interviennent dans la production? Où est-ce qu'ils interviennent dans... Pourquoi on n'a que 80%? Pourquoi on n'atteint jamais 100%? Même avec tout le temps même avec des carburants de synthèse utilisés à 100%, pourquoi on a toujours 20% là qui sont présents? Alors, parce que nativement, il y a toujours un rendement associé à l'élaboration d'un carburant et un rendement qui aura une empreinte carbone. On a toujours une empreinte carbone. Il y a toujours un minimum d'énergie, de rejet de CO2 dans un processus d'élaboration de carburant qui est quelque part qui est excédentaire de l'ordre de 20%. Donc, dans le cycle de vie complet du produit, vous n'êtes pas capable d'avoir 100% de recyclage en fait. Vous avez toujours 20% de perdition à chaque cycle quelque part. Élaboration, ouais, c'est ça. Vous avez des réformeurs, vous avez plein de choses qui font qu'à la fin, on n'est pas capable d'avoir 100%, on ne peut pas recycler complètement, en fait, ce CO2. Oui, encore une autre question. On a beaucoup de projets d'hélicoptères avec des architectures différentes. Donc, il y a le Racer d'Airbus là, qui a des moteurs. Je voulais montrer. Je ne l'ai pas cité, mais je voulais montrer. Ouais. Voilà. Chez les Américains, il y a le Boeing Defiant là, qui est contrôle rotatif avec en plus des propulseurs. Donc, en fait, on peut se poser des questions au niveau motorisation. Est-ce que ça n'influence pas l'architecture des moteurs? Est-ce que chez vous, ça ne va pas avoir une influence quelque part? Parce qu'il y a vraiment des architectures très, je ne veux pas dire nouvelles, mais ça change un petit peu, quoi. Alors, c'est ce qu'on appelle les hélicoptères grande vitesse. Il y a différents types d'hélicoptères grande vitesse. Vous avez, et bravo pour votre culture, vous avez sauté le S97 et puis le Racer. Ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Je ne suis pas là pour faire la promotion de l'un ou de l'autre. J'ai mes préférences, mais je ne veux pas le dire. Et vous avez raison, ça induit un système propulsif un peu spécifique, notamment en termes de taux de motorisation.
il faut que vous ayez plus de puissance pour faire de la vitesse en fait. Le vol vertical, ça demande beaucoup de puissance, mais pas très longtemps. Dès lors que vous allez avoir une croisière rapide, au-delà de 200 nœuds, vous avez besoin d'avoir un niveau de puissance en croisière qui soit élevé et qui devient endommageant pour le moteur. À l'inverse, un hélicoptère, quand ça décolle, ça demande beaucoup de puissance, et quand ça commence à croiser, ça ne va pas très vite. Ça ne plane pas beaucoup non plus, mais ça ne va pas très vite, et donc le niveau de puissance est assez faible. À l'inverse, sur un hélicoptère à grande vitesse, vous aurez besoin de beaucoup de puissance en croisière, et donc le dimensionnement du moteur est différent. Oui. D'ailleurs, on le retrouve également sur les turboréacteurs sur les avions, où on peut retrouver des cas endommageants dans les conditions de croisière. On a la puissance maximale au décollage, mais au point de vue endommagement, en croisière, on peut arriver à des maximums d'endommagement. Sur un turboréacteur, vous pouvez avoir un décollage qui est dimensionné, qui est accessible avec de la post-combustion. En revanche, en croisière, vous allez être sur un point de fonctionnement qui est très puissant, sans post-combustion, ouais. Et donc très endommageant. Bien. Bon, écoutez, je vais, au nom de l'Académie, de vous tous, on va remercier Pascal. Merci. De cet exposé très profond, très technique, et nous sommes ravis de vous avoir eu. Merci. Merci à tous, merci de votre accueil.